Nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons avec vous survoler la presse économique de cette semaine, mais avant tout, je voudrais revenir sur une information que nous avons donnée tout à l'heure et qui se rapporte à la fin des allocations chômage, le fameux Khalat qui va se terminer, qui devrait se terminer en tout cas pour une bonne partie, on va dire, des Israéliens qui en ont profité depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis mars 2020. Ça doit se terminer le 1er juillet, c'était fixé déjà depuis de nombreux mois. Et donnez-nous des explications sur la décision du ministre des Finances, Avigdor Lieberman, d'arrêter donc ces allocations chômage, de les autoriser, de les maintenir pour les plus de 45 ans et d'essayer de pousser, on va dire, une partie de ceux qui vont cesser de recevoir ces allocations chômage sur le marché du travail à nouveau. Oui. Ce que j'ai retenu hier de la déclaration de Lieberman, c'est surtout un message qu'il a voulu donner au public, aux gens qui ne travaillent pas. En disant, moi, ce que je vois, c'est que le chômage est descendu au-dessous de 7,5%. Je vois qu'il y a de la demande de postes qui ne sont pas fournis. Il y a 130 000 demandes de postes. Qui ne sont pas fournis, notamment que c'est sur votre cuisinière libanaise à Machane Yehuda, par exemple, des gens comme ça. Et donc, il veut d'abord dire aux gens, reprenez au travail, ne vous fiez pas au chômage partiel. Le Katz, le ministre d'avant du Trésor, avait lui décidé non pas la barre des 45 ans, mais était à 28 ans. Et donc lui, il a été plus sévère. Maintenant, même lui, lorsqu'il a fait cette décision, ils ont parlé au ministère des Finances qui savent très bien qu'il y aura des exceptions. Premièrement, exception concernant les secteurs qui sont touchés et qui n'ont pas encore vraiment tout à fait repris. Il y a encore, vous en avez parlé de ce qui se passe à Ben Gurion, le tourisme de l'extérieur n'est pas vraiment encore revenu en Israël et il risque d'être d'ailleurs. Il risque pas de revenir de sitôt. Exactement. Et donc, on peut pas prendre maintenant une décision par rapport à ça. Mais je crois que déjà, d'ores et déjà, il semble qu'il y ait des exceptions possibles en particulier pour ces secteurs qui restent touchés par la crise. Exactement. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Je vous rappelle que Bennett a dit hier aux Israéliens de ne pas voyager à l'étranger s'ils le peuvent. Donc, ça reste quand même un secteur fragile. Maintenant, autre chose ça peut-être une partie de nos auditeurs ça intéressera, les gens qui ont plus que 65 ans ont du mal, 67 même, ont du mal à trouver du travail, tous de façon normale d'ailleurs. Et ces gens-là travaillent parce que leur retraite est trop faible. Il est possible aussi, ils ont parlé que là aussi, il pourrait y avoir des aménagements pour ce genre de population qui montre qu'il fait des efforts pour retrouver du travail, et donc on ne lui enlèverait pas. Et on ne lui enlèverait pas ce chômage. Maintenant, une dernière chose importante, et qui a été donc on veut dire que cette mesure, l'essentiel de cette mesure, c'est d'essayer de pousser les plus jeunes à revenir au travail. Ceux qui, par exemple, refusent d'aller servir dans les restaurants, dans les cafés, dans les bars, et qui préfèrent profiter, être à la plage et recevoir les allocations chômage gratuitement, quoi. Oui, et c'est aussi une façon de dire que il pense que le ministère des Finances pense que le problème du chômage est résorbé en Israël, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Ça veut dire qu'on va revenir très rapidement au taux de 4%, peut-être 4-5% qui était avant la crise. C'est ça qu'ils espèrent. Comme vous l'avez souligné, il y a le problème maintenant du delta, de nouveaux virus, et on ne sait pas s'il y aura une 4e vague, y compris en Israël, et donc il faut être très prudent. On est prudent. Le corona nous a appris à être prudent. Alors, on va par contre parler aussi d'une autre annonce de Avigdor Lieberman sur Israël qui devrait se joindre à l'accord de l'OCDE sur l'imposition des grands groupes planétaires. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui. Je ne sais pas à quel niveau nos auditeurs savent ce sujet qu'on parle énormément depuis un mois ou plus, voire des mois même en vérité, dans les grands instituts internationaux et même à l'OCDE, au G7, des grands pays. De quoi il s'agit? D'abord, il y a des grands groupes informatiques, disons Facebook, comment dire, ce qu'on appelle les GAFA, Google, etc., qu'ils agissent dans beaucoup de pays, et aussi en Israël. Maintenant, ils utilisent des infrastructures israéliennes pour donner leur service. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent pour eux ici. Donc, Israël fait quelque chose pour eux. Or, tous ces grands groupes-là, informatiques, ne payent pas d'impôts dans beaucoup de pays où ils agissent.
Et ça énerve aussi particulièrement les États-Unis également, mais dans beaucoup de pays, l'Europe aussi est très énervée de ça, ces grands groupes ne payent pas d'impôts. Et donc, la décision qui a été prise par les G7 et par l'OCDE a été de dire que maintenant, RNB, par exemple, je n'ai pas cité, tout pays qui donnera une prestation dans un autre pays sera assujetti aussi aux impôts de ce pays. Donc, pour Israël, cette partie-là, d'ailleurs, est une bonne partie parce que ça risque de lui donner, de ces grands groupes, beaucoup d'argent qu'il n'avait pas pour l'instant. Maintenant, il faut voir les modalités précises parce qu'on ne sait pas encore combien d'argent, combien de chiffre d'affaires, etc. À partir de quand est-ce qu'il y a de bénéfices, etc., qui seraient imposés. Mais disons que d'ailleurs, je ne sais pas si on avait le choix ou pas. C'est bien qu'Israël, à ce niveau-là, se soit joint. Maintenant, il y a une deuxième chose. Il y a des pays comme Israël, l'Irlande, qui veulent attirer les entreprises de l'extérieur, surtout dans la technologie. Vous savez très bien, Intel en Israël. Les Irlandais voudraient attirer la technologie israélienne ? Non, les Irlandais attirent beaucoup de sociétés du monde entier dans beaucoup de sujets. Non, parce que les Irlandais ont été, ces derniers mois, extrêmement critiques envers Israël. Oui, alors, mais Irlande et Israël sont en concurrence pour faire des taux bas d'impôts sur les sociétés pour attirer des entreprises technologiques. Par exemple, Intel, qui fait la moitié... En Israël, il y en a déjà pas mal, hein ? Oui, Intel, Teva, reçoivent énormément d'avantages financiers et d'impôts, pratiquement des fois même, ou des impôts très faibles, ou des fois des dispenses d'impôts pour ces grands groupes, parce qu'Israël est intéressé à ce qu'ils viennent et ils fassent des sociétés, des usines, ou qui créent des microprocesseurs dans des endroits en développement en Israël où on a besoin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Israël ne pourra plus pratiquer ces impôts si bas. Normalement, il est possible qu'Israël y arrive quand même, parce que et c'est compliqué en Israël, il y a une loi qu'on appelle Idud Tassiot, c'est-à-dire pour permettre pour l'investissement des entreprises, et on donne pour l'innovation, etc., et on donne beaucoup d'avantages, comme je viens de dire, d'impôts et d'autres choses. Et donc, c'est possible que de cette façon-là, Israël puisse continuer à donner des avantages à ces sociétés. Sinon, à moyen et à long terme, ça peut être un danger pour l'emploi en Israël et pour le fait qu'elle est arrivée jusqu'à maintenant à attirer les plus grandes entreprises technologiques du monde entier. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet qui me surprend, j'en avais jamais entendu parler. Tout le monde sait ce qu'est le Bitcoin, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sait ce qu'est le shekel digital. Oui, la Banque d'Israël, comme toutes les banques centrales, depuis des mois, planche sur la monnaie digitale. Ici en Israël, ça serait le shekel digital. En Europe, ça serait l'euro digital. Est-ce que ça serait une sorte de Bitcoin ? Il faut comprendre que le Bitcoin est une menace pour l'ensemble du système bancaire mondial. Parce que c'est quelque chose qui existe et qui serait indépendant et des banques, et du système bancaire, et des banques centrales, et des États. Et ça pose énormément de problèmes. Maintenant, ceux qui ont fait de l'économie comme moi, la première chose qu'on nous apprend en seconde B, je me rappelle, Monsieur Jacques Chili, qui était mon prof, la première chose qu'il nous a appris, c'est la monnaie, ça marche quand il y a confiance. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un est d'accord d'accepter cette monnaie-là, alors ça marche. Maintenant, par exemple, vous avez sûrement entendu parler quand même que Tesla, qui fait des voitures électriques, a accepté des paiements en Bitcoin. Et donc, cette chose-là fait énormément récemment monter le Bitcoin dès qu'il a descendu. Pourquoi ? Parce que la Chine, par exemple, est un des pays qui lutte le plus contre la production de Bitcoin. Elle a même empêché l'électricité de se faire dans ces endroits-là. Elle est plus sévère et plus dure que tous les autres pays. Et donc, c'est une monnaie extrêmement spéculative. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le numéro 2 de la Banque d'Israël a fait une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, à mon avis, c'est volontaire, mais d'après le journal Globe, c'était involontaire, a dévoilé que déjà, ils ont commencé un pilote, c'est-à-dire un essai de shekel digital.
Nous avons ici, dans cette chronique, plusieurs fois montré que la Banque d'Israël pousse à ce qu'il y ait de moins en moins d'argent matériel, comme jusqu'à maintenant, de le rendre immatériel. Quand maintenant vous rentrez dans Super, sûrement, vous avez vu que vous n'avez plus besoin de passer, vous montrez juste la carte devant un écran et elle vous marque. Donc, il y a déjà des choses qui se passent. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Elle a vraiment créé ce qu'on appelle une tirelire, un portefeuille digital et donc, elle a commencé à voir comment ça marcherait. À mon avis, le problème majeur qui se pose, et ils l'ont vu lorsqu'ils ont commencé à faire ce pilot, c'est le problème de l'anonymat. Parce que en Israël, vous savez très bien qu'il y a des lois très très fortes contre le blanchiment d'argent et aussi contre l'évasion fiscale. Et si jamais c'est pas bien encadré et on ne prend pas d'assez de solutions, des solutions pour prévenir ce risque, il risque énormément d'augmenter le nombre de transactions qui se feraient sans que l'État ou les autres autorités puissent le voir. Alors, on va maintenant parler du marché Internet israélien. Il y aura apparemment, dès le début de l'année prochaine, 2022, eh bien, sur le marché Internet israélien, il n'y aura plus de séparation entre les sociétés qui s'occupent des infrastructures et celles qui fournissent le client. Ça veut dire ? Oui. Un des ministres qui est resté de l'ancien gouvernement s'appelle Handel. Ils ont critiqué qu'ils ont trouvé dans des ministères problématiques. En tout cas, lui, il n'a pas dû le dire puisque c'était lui qui était avant. Maintenant, comme il est déjà au ministère de la Communication et qu'il continue ça, il a voulu annoncer une réforme qu'il a déjà travaillé depuis plusieurs mois là-dessus et qui vient répondre à un besoin très important, à un problème qui existe en Israël au niveau des consommateurs de l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui payent des abonnements alors que sur des sociétés, alors qu'ils depuis longtemps, ils ne reçoivent pas de service. Et une deuxième chose, vous en avez un devant vous. À partir du maintenant, jusqu'à maintenant, comme vous l'avez souligné, il y avait une différence entre celui qui faisait l'infrastructure, disons par exemple Bezek, et celui qui était le fournisseur. On appelle en hébreu le tashtit et le sapak. Et le sapak, exactement. Et celui qui nous fournit directement. Maintenant, pourquoi ça avait été fait il y a une vingtaine d'années, ce modèle avait été adopté, c'était pour augmenter la concurrence et pour permettre des prix les plus faibles possibles. Il faut dire d'ailleurs que je pense qu'Israël, je n'ai pas fait une comparaison internationale, mais d'après ce que j'entends en France ou autre, que les prix ne sont pas chers pour l'Internet et on a Internet de plus en plus rapide. Maintenant, il y a les fibres optiques qui vont être mis. Et donc, ça a donné un marché qui était bon. Mais il faut des fois faire des réformes pour encore mieux aider les consommateurs. Une autre chose qui arrivait souvent, c'est qu'entre le Tashtit et le Sapak, comme vous avez dit, on avait un problème, ils nous envoyaient l'un à l'autre. Alors il a dit depuis début 2022, c'est terminé, il y aura un seul, et donc ça sera une bonne chose, je pense, pour les consommateurs. Dernier point, en une minute, Daniel, est-ce que on va proposer aux consommateurs israéliens, aux contribuables israéliens, de payer à crédit ces gros achats de manière nouvelle? Vous auriez vu ça, vous êtes étonné, puisque nous on connaît ça depuis longtemps. Il y a une compagnie suédoise qui s'appelle Klarna, qui vaut maintenant 46 milliards de dollars. Rien qu'à l'idée que quand on peut aller au magasin pour acheter des choses, on n'est pas obligé de payer tout de suite, on peut le faire à crédit. Par exemple, en Allemagne, ça n'existe pas du tout jusqu'à qu'elle est venue, et elle a imposé cette chose-là. Nous, les Israéliens, on connaît ça depuis des années. On n'a pas l'habitude de payer des choses tout de suite, et en un paiement, on le fait même quand on n'a pas besoin, parce que c'est comme ça une habitude. Maintenant, ce qui s'est passé, cette société-là, d'ailleurs, a voulu venir en Israël, et elle s'est rendue compte que ça existait déjà, mais elle voulait ajouter quelque chose, mais ça n'a pas marché. Ce qui est important de dire, c'est que... Et donc, c'est les Israéliens qui l'ont racheté, Non, mais ce qui est important de dire, c'est la chose suivante. C'est que tout ça vient en Israël. Il y a maintenant, sûrement vous avez les rapports de votre banque qui vous dit, vous savez maintenant, vous avez moins d'argent, vous pouvez entrer à la banque, il faut le faire par les cartes de crédit. Ils ont fait ça pour que les gens aient sur les cartes de crédit. Ces nouvelles sociétés qui viennent, elles veulent dire, maintenant vous pourrez le faire d'acheter à crédit, et vous pourrez le faire sans même que ni les cartes de crédit, ni les banques le sachent. Et ça, qu'on va vous donner. Maintenant, je mets en garde, parce que
D'abord, ils vont demander 9% pour ce service. Donc, c'est énorme. Lorsqu'on sait que des crédits, que on soit 0% à la banque. Donc, demander 9%. Et deuxièmement, vous avez ici souvent beaucoup de gens pour la consommation. Madame Ifra, Madame Kalfon qui viennent parler ici. Ce genre de choses, ça va le faire encore plus endetter et acheter des choses qui sont inutiles. Donc, c'est un avertissement que je lance à nos auditeurs. Écoutez bien ce que vous dit le docteur Daniel Guggenheim. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous comme fidèle au poste comme chaque semaine.